En matière d'orientation, la loi a souhaité donner un rôle plus opérationnel aux conseils régionaux, déjà en charge du SPRO. Pensez-vous que la réglementation soit allée assez loin en ce domaine? Et quelles sont les premières réalisations de votre région en la matière? Alors, sur la politique orientation, nous avions une demande de longue date. C'est un transfert de cette politique aux régions pour la même logique que celle que j'indiquais tout à l'heure. Celui qui est pilote en matière de développement économique, en matière de formation, doit pouvoir également informer les publics sur les métiers qui sont en tension, qui ont des besoins de recrutement. En tout cas, doit changer l'image d'un certain nombre de métiers sur nos territoires. Donc nous l'avons toujours dit, nous souhaitions aller au bout de la logique du service public régional de l'orientation. La loi de 2018, au moins en affichage, vous avez raison de le préciser, le fait. Elle sépare plutôt les choses finement avec l'accompagnement psychologique des élèves qui reste aux mains de l'éducation nationale via les CIO notamment. D'ailleurs, les régions n'ont jamais demandé piloter les CIO. Et l'information métier qui, elle, relève bien du rôle désormais des régions. Ce qui est pour nous une bonne chose. Certains, comme la région qui est la mienne, la Normandie, mettent en place des agences de l'orientation avec la volonté d'associer le rectorat et nos partenaires, dont je parlais tout à l'heure, à la définition de nouvelles politiques. Qu'est-ce que ça nous permet de faire très concrètement? Eh bien, de changer le logiciel quelque part. C'est de changer la façon dont on informait sur les métiers, qui pouvait être une information un peu figée. Pour faire simple, le forum, le salon, c'est bien, mais ça ne peut être qu'un point d'entrée. Il y a de nombreuses autres initiatives qui permettent de changer l'image des métiers. Je pense à des clips vidéo diffusés soit sur des chaînes internet, soit dans les bus des régions, par exemple, puisqu'on a la compétence mobilité dans les trains. Ça peut être surtout la découverte des métiers de façon concrète, par l'immersion. C'est-à-dire plutôt que l'information figée, on veut passer à une logique d'immersion professionnelle, la multiplication des stages découvertes en entreprise, avec la volonté vraiment d'associer les branches professionnelles à cette nouvelle politique. C'est pour nous vraiment un point fort, et j'allais dire essentiel, c'est que les entreprises soient associées, et les territoires aussi, à ces nouvelles politiques d'orientation, pour que le jeune et le demandeur d'emploi, puisque nous avons la compétence information métier sur tous les publics, y compris les étudiants, on crée des salons de l'étudiant virtuels, des choses comme ça, où on peut avoir un contact direct avec un interlocuteur qui connaît bien les sujets. Eh bien, la volonté, elle est vraiment de se dire, le métier, je vais le découvrir par l'expérience, par le témoignage d'un professionnel, d'un chef d'entreprise, et dès le lycée, dès le collège même parfois, en ouvrant également nos plateaux techniques, puisque nous avons les plateaux techniques des lycées professionnels, nous avions ceux des CFA et nous en finançons encore dans les investissements. Donc on peut ouvrir des plateaux techniques, on demande à ouvrir des entreprises, à venir plus facilement rapprocher le monde de l'éducation nationale et des entreprises avec des interventions programmées dans les lycées ou dans les collèges pour sensibiliser au métier et les faire découvrir concrètement. Le sujet de l'apprentissage a soulevé au moment du vote de la loi une vive opposition des régions, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Néanmoins, la réforme laisse aux conseils régionaux une capacité d'action, y compris financière. Comment voyez-vous aujourd'hui la mise en œuvre de ces possibilités qui vous sont ouvertes et vous semble-t-elle suffisante? Alors pas du tout, ils ne sont pas du tout suffisants. Je dirais peut-être le premier point sur cette réforme, c'est qu'elle était quand même annoncée comme une réforme qui allait simplifier le système. En réalité, c'est une réforme qui a complexifié le système de l'apprentissage comme jamais dans notre pays. Pour vous donner un exemple très précis, un CFA avant n'avait qu'un interlocuteur pour faire son dialogue de gestion, la région. Désormais, il a plusieurs OPCO, il a plusieurs métiers. Je pense au CFA des chambres des métiers, donc avec des coûts au contrat différents, des problématiques qui sont différentes. Le soutien des apprentis n'est plus le même. Donc j'insiste sur ce point parce que la dérégulation, ça a un effet concret sur les territoires. C'est qu'il n'y a plus de vision de moyen ou de long terme. L'entreprise, elle est par ses branches poussée, c'est sa logique, c'est bien son droit, à des formations dont elle a besoin immédiatement, pas forcément à des visions qui se projettent, avec des formations qui vont se projeter dans l'avenir. Je ne leur fais pas de procès d'intention, mais la région, elle, a cette capacité à assembler le système et à faire en sorte qu'on ait une carte de formation adaptée non seulement aux besoins des entreprises, mais adaptée à l'épanouissement professionnel des jeunes et des futurs métiers que l'on peut imaginer. Typiquement, on a pu développer des politiques, par exemple, dans l'apprentissage de développement du numérique, avec des moyens très importants pour former les apprentis à ces métiers, mais au-delà pour développer le numérique dans tous les métiers. C'est un exemple de ce qu'on a pu faire. Alors les leviers qu'il nous reste, c'est de pouvoir investir dans les CFA, c'est de pouvoir les faire fonctionner, mais un peu, puisqu'on a des enveloppes très faibles, contrairement d'ailleurs à tous les engagements qui avaient été pris par le gouvernement. On avait une enveloppe qui devait être de 250 sur le fonctionnement, elle est en réalité de 138, avec des budgets qui sont parfois très faibles dans les régions pour pouvoir venir réguler les CFA en matière d'aménagement du territoire, c'est-à-dire de venir soutenir des CFA qui seraient fortement en difficulté, notamment à cause de la crise, et de venir abonder leur budget sur des critères comme, donc, je le disais, l'aménagement du territoire, des projets d'avenir, l'aménagement numérique également du territoire. Et puis sur l'investissement, on a la maîtrise des bâtiments, mais vraiment, on le sent, y compris d'ailleurs de la part d'acteurs qui ont peut-être poussé à la réforme
avant, qui peut-être le regrettent, parce qu'on avait un système qui fonctionnait, on a pu collectivement changer l'image de l'apprentissage dans notre pays. Je le rappelle, depuis 2016 en particulier, les régions ont fortement augmenté le nombre d'apprentis, pas simplement avec l'objectif de les augmenter pour les augmenter, mais simplement parce que c'est un chemin d'insertion professionnelle et d'épanouissement personnel pour les jeunes, avec des taux d'insertion très élevés. C'est une voie d'excellence, pas la seule, mais c'est une voie d'excellence vers l'emploi. Et nous avons, je crois, fait un travail très important dans les régions qui ont montré qu'on avait des résultats. On casse un système qui fonctionne, je le regrette, on est sur un système de coût au contrat, je remplis mon CFA, je suis rentable, je ne remplis pas, je ne suis pas rentable. C'est assez facile d'imaginer que demain, des formations qui le sont moins vont fermer, parce qu'il n'y aura pas le seuil critique pour être rentable. Et pour autant, ces formations seront peut-être des formations d'avenir ou des formations dont on a besoin sur les territoires. Et que peut-être des CFA, notamment dans les milieux ruraux, vont disparaître à cause de cela. C'est une logique, j'allais dire, un peu court-termiste. C'est une logique de l'offre et de la demande qui n'est pas appropriée à l'apprentissage qui, je le rappelle quand même, est une voie de formation initiale. On en a fait une voie de formation continue. On l'a fusionné avec les contrats pro. Il y a d'ailleurs quelque part un effet d'optique, c'est qu'aujourd'hui on a des contrats pro qui se transforment en contrats d'apprentissage. Et donc moi je demande à ce qu'on fasse dans quelques temps un vrai bilan sur les effets de cette réforme, qui, c'est mon dernier mot sur ce point, mais qui me semble être un retour en arrière sur l'image de l'apprentissage. Quand je vois la campagne du gouvernement de publicité qui dit en gros recruter des apprentis en ce moment, il vous en coûtera rien ou presque rien avec des aides massives, c'est donner une bien mauvaise image de ce qu'est un apprenti. Un apprenti, c'est on investit sur l'avenir, et ça a un coût. On ne peut pas brader l'apprentissage comme ça. On demandait des aides aux entreprises, mais attention au message que l'on véhicule. Donc oui, la position des régions a été critique au moment de la réforme, très critique même. Elle le reste aujourd'hui. L'actualité immédiate, c'est les conséquences de la crise économique induite par la Covid-19. Au niveau national, on a vu que les acteurs étaient invités à re-questionner les dispositifs antérieurs et les politiques antérieures, notamment à travers le plan de relance économique. Qu'en est-il de la région Normandie ? Alors, elles avancent bien. Ce qu'on dit, nous d'ailleurs, sur ce plan de relance, au-delà de la coordination, la volonté d'avoir un vrai pilotage, c'est qu'on continue sur une logique qualitative et pas strictement quantitative. Pour vous donner un exemple précis, ce que nous permettent de faire ces fonds additionnels, là en ce moment, c'est de financer, par exemple, potentiellement bientôt, 2000 stages pour des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail. On sait aujourd'hui, notamment pour les Bac plus 2 à Bac plus 5, que d'habitude, quand ils finissent au mois de juillet, ils sont recrutés presque à 100% au mois de septembre. Aujourd'hui, on est parfois à 40-50% dans certaines écoles d'ingénieurs de notre région. On a donc décidé de venir financer des stages de 5 semaines au moins pour permettre à ces jeunes de ne pas se retrouver en race campagne, j'allais dire, pour qu'ils puissent être pris dans les entreprises, recrutés dans les entreprises, pour qu'ils vont passer le cap, on l'espère, dans quelques mois, de sorte à ce que l'entreprise puisse aussi tester, continuer de former le jeune et être recruté à l'arrivée. Vous voyez, ça c'est une mesure qui n'est pas simplement additionnelle, c'est une mesure qui permet de passer le cap. Donc on croit beaucoup à un plan de relance, on veut s'y associer, à condition qu'on reste bien sur cette logique, à condition qu'on ait le temps aussi de faire les choses, on le souhaite, et qu'on puisse transformer le système. On voit bien, le confinement a montré des lacunes ici ou là sur le numérique, sur la nécessité de transformer de façon assez massive la façon de former avec l'enseignement à distance, qui ne peut pas être que la seule réponse, mais qui est une réponse. Il faut armer, muscler les organismes de formation de ce point de vue-là, et peut-être aussi aider les stagiaires davantage. Le confinement au début se passe bien en termes de formation à distance, c'est plus compliqué sur la fin, parce qu'au bout d'un moment, on décroche aussi. Donc il y a une nécessité de revoir les pratiques en matière de formation digitale, et puis une nécessité d'être le plus fin possible sur les territoires dans des solutions concrètes à apporter.